Alors après vous avoir présenté cette étape vraiment importante de l'encodage, ses prérequis, après avoir exploré avec vous les 5 principes fondamentaux pour conduire cette étape d'encodage, après avoir commencé l'encodage du cercle d'ancrage, vous vous rappelez cette interface avec les statuts juridiques qui permet de déléguer au cercle d'ancrage, de déléguer toutes les opérations et les relations entre les employés et l'employeur, donc tous les contrats de travail, donc toutes les fonctions RH, au cercle général, et on appelle le cercle général le plus grand cercle inclus dans le cercle d'ancrage et qui va couvrir toutes les opérations de l'entreprise, que ce soit des opérations business, que ce soit des opérations RH. On se rappelle aussi qu'en fait l'entreprise peut être vue comme 2 entreprises. Première entreprise, celle qui fait le business, toutes les activités opérationnelles business, toutes ces activités sont singulières à chacune des entreprises. Et puis il y a une autre entreprise au sein de la même entreprise qui consiste à recruter, former, payer toutes les fonctions RH qui vont bien pour faire en sorte que cette entreprise puisse disposer du nombre de personnes suffisant, en qualité suffisante, avec les compétences suffisantes, motivées, etc., etc., justement pour opérer, pour énergiser les activités opérationnelles. Vous vous rappelez de tout ça. Du coup, maintenant, on va passer à l'encodage du cercle général. Et comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, c'est important de commencer par le cercle général et ne pas se jeter tout de suite sur l'encodage des rôles avec l'ensemble des collaborateurs. Pourquoi c'est important de commencer par le cercle général? Justement pour, et c'est le parti pris que nous avons nous, quand nous accompagnons les entreprises dans cette phase d'encodage, c'est pour créer une culture de création de valeur. Si vous faites autrement et si vous commencez par l'encodage des rôles avec les collaborateurs, la probabilité qu'ils aient compris au départ cette notion de rôle est très faible. Et du coup, on va inéluctablement se rapprocher de ce qu'on a toujours fait, décrire, chacun va décrire ses activités. Donc reconstituer ce qu'on appelait autrefois les fiches de poste ou les job descriptions. Ce qui n'a pour nous strictement aucun intérêt. Combien de fois avez-vous regardé vos propres fiches de poste, si vous en aviez dans vos entreprises, et combien de fois avez-vous regardé les fiches de poste des autres pour vous aider à naviguer et à faire votre travail? En ce qui me concerne, jamais. Donc c'est la preuve que ça n'a aucune utilité. Donc aller dans cette voie-là, c'est aller vers la bureaucratie. Donc la perspective que je vous propose pour l'encodage du cercle général et pour aller vers une culture de création de valeur plurielle, ça va être de considérer que l'entreprise, le cercle général, l'entreprise tout entière, elle est en fait un écosystème. Un écosystème concrètement constitué de petites entreprises. Un écosystème constitué d'une première entreprise qui est la production, une autre qui est le commercial, une autre qui est le marketing, une autre qui est la finance, une autre qui est la RH, une autre qui est la logistique, etc., etc. Autant d'équipes, autant de mini-entreprises. Et dans chacune de ces mini-entreprises, il y aura également des petites entreprises qui sont les rôles unitaires que chacun d'entre nous portons. Par exemple, moi j'ai le rôle conception-formation, je conçois des formations. Je suis le patron d'une petite entreprise conception-formation. J'ai aussi le rôle formateur, je suis le patron d'une petite entreprise qui fait la formation. Et ces 2 mini-entreprises, dont je suis le patron, font partie d'une entreprise un peu plus grande, l'entreprise formation à l'Institut AGI. Il y a plusieurs entreprises, il y a une entreprise formation, il y a une entreprise consulting. Dans cette entreprise formation fait elle-même partie de l'ensemble de l'entreprise de l'Institut AGI. Donc voyez l'entreprise comme un écosystème. Un écosystème dans lequel on ne peut pas avoir moins qu'un rôle, on ne peut pas avoir moins qu'une mini-entreprise, qu'on soit comptable, RH, production, consultant, quoi que ce soit. On va commencer, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, par le plus grand, c'est-à-dire ce qu'on appelle traditionnellement les équipes ou les filiales ou les départements ou les business units. Ça va dépendre de la taille de l'entreprise, de la structure de l'entreprise. Les gros sujets que vous abordez lorsque vous décrivez une entreprise. Il y a le business unit France, production, business unit machin, ou bien il y a tout simplement la production, il y a le marketing, le commerce, etc. Et souvent, dans le modèle conventionnel, on parle d'équipes. Il y a ces différentes équipes. Et de considérer chacune de ces équipes comme une mini-entreprise. Puisque chacune de ces équipes, la RH, la production, le marketing, le commercial, ce sont des entreprises. Alors, si on veut aller vers une culture de création de valeur, encore faut-il nous équiper avec un nudge, avec un outil qui nous rappelle instamment, constamment, que notre obsession, ça doit être la création de valeur. Et il y a un outil qui existe, qui n'a rien à voir avec Holacracy, qui s'appelle le Business Model Canva, que beaucoup de gens connaissent, en tout cas tous les entrepreneurs connaissent, parce que c'est un outil extraordinaire pour visualiser à travers 9 cases la façon dont on sert les clients à travers les propositions de valeur et la façon dont on capture les valeurs et la façon dont on fait le business dans cette entreprise. De façon visuelle, on voit le business model, le modèle d'affaires de l'entreprise de façon extrêmement visible et compréhensible par tous à travers 9 cases. Mais ce que je propose ici dans l'encodage, c'est non pas de faire le Business Model Canva de l'ensemble de l'entreprise, sûrement qu'il a été fait ou pas, c'est pas la question. Mais d'utiliser cet outil, en le remaniant un petit peu, d'utiliser cet outil pour chacune, pour encoder, rendre compte du processus de captation et de création de valeur pour chacune de ces équipes. Que ce soit la RH, que ce soit la finance, que ce soit la production, que ce soit le marketing, que ce soit le commercial. Et c'est ce qu'on fait. En général, en groupe, on réunit tous les
ce qu'on appelait autrefois le comité de direction élargi, enfin tous ceux qui coordonnent un peu les patrons, les chefs d'équipe ou les responsables d'équipe, ou les managers, peu importe leur terme. Et puis, on va leur demander de faire leur propre business model Canva. Chaque équipe, en parallèle, animée par son leader, va créer, alors on envoie des vidéos en amont parce que tout le monde ne connaît pas forcément le business model Canva. Chaque équipe, en parallèle, dans des salles différentes, va constituer son business model Canva. En fait, il va s'attacher à 3 choses sur les 9 cases. La première, c'est les segments clients. Quels sont les clients ? Quels sont mes clients ? Si par exemple, je suis le leader RH, le DRH, directeur RH de l'entreprise, donc j'ai une équipe RH, la question c'est quels sont mes clients ? Et la réponse est multiple, il y a plusieurs clients. Un DRH, une activité RH dans une entreprise va avoir par exemple le marché du travail. Souvent, si on ne veut pas être en mode réactif lorsqu'il s'agit de recruter, quand on est en croissance, on développe ce qu'on appelle la marque employeur, c'est-à-dire on se fait connaître auprès des écoles, il y a plein d'artifices pour ça, de sorte que on a une machine qui alimente avec du CV qualifié et de sorte que quand on veut recruter, c'est assez simple parce qu'on a un réservoir dans lequel piocher. Ça, c'est un segment de client, le marché du travail. Et pour ce marché du travail-là, ce client-là, qu'est-ce qu'on lui offre comme proposition de valeur ? Un deuxième segment de client, ça va être les candidats. Les candidats, c'est à la fois des clients, c'est aussi des fournisseurs s'ils sont recrutés, mais c'est des clients. Donc, c'est quoi la proposition de valeur ? Comment on va attirer ce client ? Qu'est-ce que je propose comme valeur pour ce client particulier qui est le candidat, qui rentre chez moi, s'il correspond bien sûr aux critères, au profil des personnes que je recherche. Un autre segment de clients de la RH, c'est évidemment tous les managers, tous les cercles opérationnels business, qui vont vouloir pouvoir s'appuyer sur leurs fournisseurs préférés pour recruter, pour disposer de processus, pour les aider, évaluer la performance, à suivre les personnes, à les accompagner dans le chemin de la responsabilisation. Peut-être ils vont aussi vouloir que la RH leur propose des coachs, des espaces de médiation, des espaces de gestion de conflits. Donc moi, manager, patron d'un business au sein de cette entreprise, j'ai besoin d'un fournisseur particulier pour ça. Et je le trouve au niveau de la direction RH, le service RH. Je suis client aussi, donc un autre segment de client. Et la proposition de valeur du cercle RH par rapport à ce client-là, ça va être la capacité de recruter, de faire des... ça va dépendre, c'est singulier à chacune entreprise. Moi, en général, il y a l'aide au recrutement, l'aide à plein de choses, peut-être des accompagnements RH, peut-être du coaching, peut-être etc. Ça dépend, c'est variable d'une entreprise à une autre. Donc, on en est déjà à 3, si j'ai bien compté, 3 segments de clients. Puis, c'est pas fini. Toute l'entreprise est aussi cliente de l'RH. Parce que l'entreprise, elle a besoin d'être renseignée, informée sur l'évolution des réglementations en matière de droit du travail, par exemple, si cette entreprise a encore des contrats de travail, ce qui est assez fréquemment répandu. Elle a aussi un client, la RH, aussi un client qui est l'entreprise tout entière, etc., etc. Donc, on identifie chaque équipe. Là, j'ai pris l'exemple de la RH, mais c'est vrai pour la production. Quels sont les clients de la production ? Mais c'est vrai aussi pour le commercial. Quels sont les clients pour le commercial ? Bon, c'est sûrement des clients externes. Et on liste les segments de clients qui sont soit des segments de clients externes à l'entreprise, soit des segments de clients internes. Et nous, on utilise le mot client pour ce que ça veut dire. On se fiche de savoir s'il est interne ou externe. C'est la même chose. Une fois qu'on a identifié tous ces segments de clients, pour chaque segment de clients, et tout ça par équipe, on identifie les propositions de valeur. Pas ce que la RH fait, on se fiche de ce qu'elle fait. On est dans le même cas de figure que la boulangerie, exemple que je prends souvent. On ne s'intéresse pas du tout à ce que fait le boulanger, quelles sont les activités que fait le boulanger. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est les offres de services du boulanger, la proposition de valeur comme boulanger. Et donc on le trouve ça, en tout cas chez le boulanger chez lequel je vais, il y a une vitrine. Devant le magasin, avant d'entrer, il y a une vitrine. Et dans la vitrine, vous pouvez observer toutes les offres de services. En l'occurrence des produits plutôt. Des croissants, des gâteaux, etc., etc. Donc c'est ça qui nous intéresse. C'est ça la proposition de valeur. La proposition de valeur, c'est ce que je crée comme valeur pour mes clients. Et je peux avoir différents types de clients. Faites la métaphore et transposée à l'équipe RH, à l'équipe production, à l'équipe commerciale, à l'équipe marketing. C'est la même chose. Tous ont des vitrines. Par exemple, le marketing, comme principal client, souvent, pas tout, et pas que, souvent, il y a le commerce, évidemment. Parce que le commerce, en général, il est chargé, ça dépend des modèles d'affaires, mais en général, il est chargé de signer des contrats avec des clients. Pour être en mesure de signer des contrats avec des clients, encore faut-il qu'on puisse lui sourcer des leads, des opportunités commerciales. Et c'est souvent le rôle du marketing, de générer des leads. Et donc, en fait, le commerce a un fournisseur interne qui est le marketing, ou le marketing a un client interne qui est le commerce. On joue à ça. C'est-à-dire que toutes les équipes en parallèle, pour toutes les équipes de l'entreprise, vont définir leur business model Canva. Segment de client, proposition de valeur. Et ensuite se poser la question, mais pour que je puisse offrir ce que j'offre, toutes les promesses que j'offre à mes clients, j'ai besoin de m'appuyer sur qui ? Quels sont mes fournisseurs ? Et la même remarque, fournisseurs externes et ou fournisseurs internes. Quels sont les collègues, les autres services dont j'ai besoin et pourquoi ? C'est là où on modifie un peu le business model Canva parce qu'on ajoute les propositions de valeur des fournisseurs. Ce qui n'est pas dans le business model Canva, il y a juste la colonne partenaire. On a retiré la colonne partenaire parce que ça ne veut rien dire, on s'y perd. On ne sait plus qui est fournisseur et qui est client. Donc on revient à des trucs concrets. Donc la colonne de gauche, nous on a supprimé le mot partenaire, on a mis fournisseur.
moins ça parle. Client, fournisseur, c'est simple. Et donc fournisseur, en plus du fournisseur, pour les fournisseurs internes, on demande à ce que soit explicité la proposition de valeur sur laquelle le cercle RH, si je reste sur le cercle RH, compte pour pouvoir faire son job. On ne cherche pas à faire à la perfection parce que cet exercice, il va être peaufiné dans le temps, il va être institutionnalisé probablement, en tout cas c'est ce qu'on recommande. Ça va même être un attendu du managérial que de mettre à jour régulièrement ce business model Canva. Et puis une fois que c'est fait, donc première version, pas définitive, sinon on fait rien dans la vie. Donc un MVP, un minimum viable product, eh bien on va réunir l'ensemble des équipes, comité de direction, et puis on va demander à chacun de partager, de présenter son business model Canva. Et rien qu'en faisant ça, là c'est magique, rien qu'en faisant ça, on commence à instiller une autre culture, une autre dynamique relationnelle, orientée création de valeur. On est en train d'insuffler une culture de création de valeur. Souvent, je commence par demander aux responsables des RH, directeurs des ressources humaines, ou directrices des ressources humaines, ou de chief happiness, enfin peu importe les noms, je demande au leader de RH, en tout cas, de venir présenter son business model Canva. Cette personne va nous lire les segments de clients, les propositions de valeur. Puis à un moment donné, elle va arriver sur les managers comme clients. Ça tombe bien, ils sont tous dans la salle. Et là, on a un moment magique. Parce qu'elle va exprimer qu'un de ses clients, c'est les managers, ça tombe bien, ils sont tous là, et les propositions de valeur qu'elle offre à ses clients, la vitrine. Et puis une fois qu'elle a fait ça, je prends la parole et puis je crée de l'interaction. Je vais demander, ça tombe bien, les managers sont là. Mesdames et messieurs les managers, est-ce que vous êtes satisfaits avec la façon dont ça a été libellé par votre fournisseur ? Par votre fournisseur, la RH est votre fournisseur. Et est-ce qu'il manque des choses ? Est-ce que ce que votre fournisseur compte vous offrir correspond bien à ce que vous voulez, etc., etc. Et immanquablement, il y a une discussion extrêmement riche qui se passe et qui bascule la posture. Certains managers disent « Ouais, moi il me manque ça, il y a ces services-là ». D'autres managers « Oui, c'est pas libellé exactement comme j'aimerais, etc., etc. » Et là, ils prennent la main. Ils prennent la main en tant que client sur le fournisseur qu'est le RH. Et c'est un choc. Très souvent, c'est un choc. C'est un choc parce que, tout simplement, souvent, dans le modèle conventionnel, les fonctions support comme la RH considèrent que leur seul donneur d'ordre, c'est la direction générale. Pas du tout, pas du tout. C'est vrai pour la question de l'évolution des réglementations, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais pour tout le reste, c'est pas du tout la direction générale. C'est évidemment les managers qui sont les clients. Et c'est choquant. Et parfois, c'est tellement choquant que la RH, absolument pas habituée à cette posture, elle a toujours une posture haute en disant « Moi, je suis la RH, je sais tout ». Elles sont pas toutes comme ça, hein. Mais j'ai un cas concret pour vous montrer, je veux illustrer le choc que ça crée. Et du coup, elle était complètement, était sur la défensive, elle était même réactive, elle a même été agressive. Bon, le résultat des cours, c'est qu'elle s'est fait remercier dans les 3 semaines qui ont suivi cet exercice-là, parce que pour elle, c'est pas qu'elle était pas bonne en tant que RH, mais elle n'avait pas compris la posture, elle n'avait pas compris le jeu de jambes de la création de valeur. Elle était encore dans une posture de DRH conventionnelle. Moi, j'aurais pu prendre la direction financière, pareil. J'aurais pu prendre la direction informatique, pareil. Toutes les fonctions support, en fait. Donc, il y a une première étape, chacun fait son business model Canva. Ne cherchez pas la perfection, sinon vous avancez pas. Deuxième étape, cet espace interactif d'interaction entre les clients et les fournisseurs 2 à 2, ensemble pour qu'ils prennent le pli, après pourront continuer en dehors. Ça, c'est vraiment la naissance concrète d'une culture de création de valeur. Si en plus vous ajoutez au fait que vous demandez, on en parlera plus tard, quand on définira le management, vous demandez aux managers de tenir à jour, de mettre à jour, de faire évoluer leur business model Canva dans la durée, ce qui va servir à tout le monde, eh bien ça veut dire pour eux qu'il va falloir qu'ils aillent voir régulièrement leurs clients pour demander si les besoins des clients ont évolué. Ça veut aussi dire qu'il va falloir qu'ils aillent voir régulièrement leurs fournisseurs. Donc on voit bien que là, non seulement on latéralise plutôt que de verticaliser avec la direction générale, on latéralise les relations entre les équipes, entre les cercles, entre ces mini-entreprises, mais en plus on les latéralise et on les focus, on les concentre sur des réflexions, des sujets de discussion autour de la création de valeur à travers ce concept merveilleux qui est la proposition de valeur. Une fois qu'on a fait ça et que le mouvement est lancé, ce qui est assez simple, quand je le fais donc avec Louis, on le fait même à distance, hein, c'est facile, on le fait régulièrement. Bon, on a une vidéo en amont et puis ça nous prend 2 sessions de 3 heures. En 2 sessions de 3 heures, quelle que soit la taille d'entreprise, c'est fait. Aussi simple que ça. C'est la mise en mouvement. Alors ensuite, bien sûr, on passe à l'encodage du cercle général, mais c'est facile maintenant. Tout est là. Donc on prend le logiciel qui va bien pour le client, Glassfrog ou la Spirit. Je recommande ces 2-là, pas d'autres. Et puis on prend tous les business models Canva. Et pour chaque business model Canva, on prend la colonne du milieu, vous savez, les propositions de valeur. Et ces propositions de valeur sur le cercle RH, ces propositions de valeur sur le cercle commercial, c'est les redevabilités qu'on va retrouver sur le cercle commercial, sur le cercle RH, sur le cercle production, etc. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on reste sur chacun des business models Canva. On va regarder la colonne de gauche. Là où il y a marqué « Oublier partenaire, fournisseur » avec les redevabilités attendues des fournisseurs, toutes ces redevabilités, on les prend et on va les poser sur le cercle qui va bien. Je suis au cercle commerce. Si mon fournisseur, c'est marketing, et là, ce que j'attends du marketing, c'est qu'il me génère des leads, des opportunités commerciales, voilà, cette redevabilité, elle va être ajoutée au rôle marketing.
Et donc ça, c'est la partie facile. La traduction des business model Canva dans l'encodage des cercles, je parle bien des cercles, on n'est pas encore dans les rôles dans les cercles, dans l'encodage des cercles, des sous-cercles du cercle général, est immédiat, mécanique. On pourrait le mécaniser, simplement les logiciels Glassrog et Glassspirit, c'est pas faux d'en leur avoir parlé, ne sont pas encore arrivés à ce stade de compréhension. Ce serait dommage parce qu'on pourrait intégrer les deux. Je ne désespère pas, ça fait juste quelques années que j'en parle et aux uns et aux autres. Et du coup, on aurait un lien direct entre quelque chose de création de valeur apporté par le business model Canva et le logiciel qui va rendre compte de la structure de ces différentes entreprises. Donc on est arrivé à encoder le cercle général, puisque maintenant, si vous allez sur le logiciel Olaspirit ou Glassrog, vous allez voir, il y a le cercle d'ancrage, celui qu'on a vu à la vidéo précédente, il y a le cercle général, et dans le cercle général, vous allez retrouver tout ce qu'on appelait autrefois des équipes, qui ne sont plus des équipes, mais ce n'est pas très grave à ce stade-là. Vous allez retrouver toutes ces mini-entreprises, la production, le commerce, le marketing, la RH, la finance, etc., sous forme de cercles. L'enveloppe des cercles, parce qu'un cercle est un méga rôle, un sur-rôle, est définie à travers une raison d'être et des redevabilités. Il restera à rajouter des domaines et je ne veux pas alourdir le propos là maintenant. Et donc voilà comment nous on encode le cercle général. C'est pas très long, vous avez vu, c'est 2 sessions de 3 heures. Ça met en mouvement, donc c'est pas très long. Ça met en mouvement un processus de création de valeur dans la durée, puisqu'on va demander, en tout cas toutes les entreprises qu'on accompagne, l'entreprise va demander, et ça c'est la transition vers le prochain chapitre, la direction générale va demander aux différents managers comme une redevabilité, comme une proposition de valeur, comme une redevabilité du rôle de leader de cercle, que de tenir à jour et de faire évoluer ce business model Canva de leur équipe, de leur cercle. Ce qui va les inciter, c'est un nudge, un mécanisme qui va développer des comportements inévitables comme celui d'aller voir les clients pour vérifier que les besoins sont toujours les mêmes, comme aller voir les fournisseurs pour vérifier que nos besoins sont toujours les mêmes. Et en plus, on peut l'utiliser pour rendre encore plus visible et compréhensible les activités des différentes mini-entreprises, qu'on appelle autrefois les équipes, en présentant tout simplement le business model Canva de l'équipe. Ils vont comprendre qui sont leurs clients, qui sont les fournisseurs et quelles sont les propositions de valeur.